Dorothy Leigh Sayers. Lord Peter et le Bellona Club. 1928. The Unpleasantness at the Bellona Club. Traduit de l'anglais par Pamri Mavro. Chapitre 1er. Que diable venez-vous faire dans ce musée de fossiles en plein mois de novembre, mon cher Wimsey demanda le capitaine Fentiman, en reposant le Times avec l'expression satisfaite du devoir accompli. J'opterais plutôt pour la chapelle ardente, répliqua Wimsey. Ces marbres, ces meubles austères, ces candélabres de bronze et ces plantes vertes. Oui, et vous pourriez ajouter ces vieillards chenus. Tenez, Wimsey, regardez le vieux lord Ormsby. Il ronfle comme un hippopotame. Et contemplez mon révéré grand-père. Il se traîne jusqu'ici tous les matins sur le coup de 10 heures, s'empare du Morning Post, s'enfonce dans le fauteuil le plus profond et fait partie du mobilier du club jusqu'au soir. Pauvre vieux. Je serai sans doute comme lui quand j'aurai son âge. Qu'est-ce que vous prenez ? Un dry martini. Et vous ? Garçon, 2 dry martini. Allons, allons, Fentiman. Ne vous démoralisez pas comme ça. Vous avez raison. Mais qu'est-ce qui vous amène ici ? J'attends le colonel Marchbanks. Ah, pour son dîner du 11 novembre ? Mais oui. Un type bien, le vieux Marchbanks. Wimsey acquiesça, puis demanda. Et comment ça s'arrange pour vous ? Oh, mal, comme d'habitude. J'ai l'estomac de plus en plus détraqué, et pas le sou. Sheila, elle sera bientôt à bout, la pauvre. Vous croyez que ce n'est pas déprimant pour un homme de se faire entretenir par sa femme ? Chaque fois que j'ai trouvé une situation, j'ai été obligé de la lâcher au bout de quelques semaines à cause de ma santé. Voyez-vous, je n'avais jamais pensé argent avant la guerre. Mais je vous jure que, maintenant, je ne reculerai pas devant un crime s'il pouvait m'assurer un revenu convenable. Fentiman s'énervait et, à mesure qu'il développait ses doléances habituelles, sa voix montait. Un des vieux militaires, endormi dans un grand fauteuil de cuir, se retourna et, dressant au-dessus du dossier une tête qui ressemblait à celle d'une vieille tortue, siffla un chut vigoureux. « Ce n'est pas ce que je ferais à votre place, » répondit Wimsey. « Le crime, voyez-vous, est une affaire sérieuse qu'il faut laisser à des professionnels. Vous ne sauriez même pas porter une fausse moustache pour aller casser la tête d'un millionnaire. Votre habitude de fumer vos cigarettes jusqu'au bout vous dénoncerait infailliblement. Je n'aurais qu'à arriver, loupe en main, et, en reconnaissant vos bouts de mégot, je m'exclamerais immédiatement « L'assassin est mon vieil ami George Fentiman. » Je n'hésiterai pas, vous savez. On vous a sans doute dit déjà que je suis un indicateur de la police. Fentiman se mit à rire. Oui, je me demande comment vous êtes encore reçu dans les salons. C'est que le monde ne me prend pas au sérieux, poursuivit Wimsey. On me croit inoffensif. On me juge trop riche pour être intelligent. Votre bonne humeur me fait du bien, Wimsey. Dites-moi, je ne voudrais pas être indiscret, mon vieux, mais si vous vouliez accepter... C'est très chic de votre part, mais je ne veux rien accepter. Comme je ne puis pas vous assurer, en toute honnêteté, que je vous rembourserai... Voici le colonel Marchbanks, interrompit Wimsey. Nous reparlerons de ça une autre fois. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Peter. Bonsoir, Fentiman. Non, merci, pas de cocktail. Je m'en tiens au whisky. Je suis désolé de vous avoir fait attendre ainsi, mais je me suis attardé à causer là-haut avec le vieux Granger, qui ne va pas fort. Excusez-moi un instant. Je vais aller présenter mes respects à votre grand-père. Wimsey suivit du regard la silhouette alerte du colonel qui traversait le grand fumoir, distribuant des saluts et serrant des mains au passage. Tout près de la cheminée, d'une grande bergère à oreillettes, dépassait une paire de jambes maigres guêtrées de gris, dont les pieds chaussés de souliers vernis s'appuyaient sur un tabouret. C'était tout ce qu'on voyait du général Fentiman. Le colonel Marchbanks revenait. Il fit signe à Lord Peter Wimsey.
Dites donc, Peter, je crains qu'il ne soit arrivé un accident au général. Fentiman se retourna. Quelque chose dans l'allure des deux hommes l'incita à les suivre. Wimsey se pencha sur le général Fentiman et enleva avec douceur le journal que tenaient les mains décharnées du vieillard. Il mit la main sous la tête blanche qui reposait sur le coin du fauteuil. Le colonel suivait la scène avec anxiété. Lord Peter souleva le corps inerte, raide comme un mannequin de bois. Alors, le capitaine Fentiman se mit à rire, du rire incontrôlable d'un dément. Tout autour d'eux, les membres du Bellona Club se dressaient péniblement sur leurs jambes rhumatisantes. « Emportez-le » cria Fentiman d'une voix rauque. « Emportez-le, il est mort. »« Vous aussi ?»« Moi aussi. » Et personne ne s'en est aperçu. Chapitre 2. On ne sait ce qui heurta le plus le sens des convenances des vétérans du Bellona Club. Les circonstances plutôt grotesques de la mort subite du général Fentiman ou la crise de nerfs de son petit-fils. Celui-ci fut emmené par un de ses camarades, Dick Challower, dans la bibliothèque où on lui administra une forte dose de cognac. Quand il apprit la nouvelle, le secrétaire du club, qui était en train de s'habiller, accourut en bras de chemise, les joues encore couvertes de savon à barbe. Après un regard sur le cadavre du général, il envoya chercher le docteur Pemberby, qui était peut-être encore au club. Le colonel Marchbanks couvrit pieusement d'un mouchoir le visage du mort et resta au garde-à-vous auprès de lui. Un petit cercle de curieux, ne sachant trop quelle attitude adopter, s'était formé devant la cheminée. « Que se passe-t-il ?»« Mon Dieu, mais c'est Fentiman ! Pauvre vieux, son cœur a dû flancher. » Le docteur Pemberby arriva en habit de soirée. On reconnaissait l'ancien médecin militaire à ses façons un peu brusques. Avec des gestes précis, le docteur se mit à palper le cou, les poignets, les genoux du cadavre. « La mort remonte à plusieurs heures, » décréta-t-il. « La rigidité cadavérique commence à diminuer. Le cœur était très faible et un accident pouvait survenir n'importe quand. Quelle heure est-il ? 7 heures ? Il a dû arriver comme d'habitude, s'installer et avoir une syncope aussitôt. »« Il venait toujours à pied de Dover Street, » remarqua un vieux monsieur. « Combien de fois lui ai-je répété que c'était une imprudence pour un homme de son âge ? Vous m'avez sûrement entendu le lui dire, Ormsby. »« Oui, oui, certainement, » répondit Ormsby, dont le teint tournait à l'écarlate. « Eh bien, il n'y a plus rien à faire pour lui, » reprit le docteur. « Il a passé sans s'en apercevoir. »« Dites, Collier, » il s'adressait au secrétaire du club, « avez-vous une chambre où nous puissions le transporter ? » ?»« Certainement. James, allez chercher la clé du 16. »« Il faudra prévenir la famille. »« Son petit-fils, le capitaine Fentiman, est déjà au courant, » dit le colonel Marchbanks. « Quant au major Fentiman, il habite au club et ne devrait pas tarder. Le général avait une sœur, je crois. »« Oui, je la connais, » répondit le docteur Pemberby. « C'est Lady Dormer, qui habite à Portman Square. Elle était brouillée avec son frère depuis des années, mais il faudrait l'avertir tout de même. »« Je vais téléphoner, » proposa le colonel. « Nous ne pouvons pas compter sur ce pauvre George. Il est dans un état. Il faudra que vous alliez le voir, docteur, quand vous aurez terminé. Il a encore été pris d'une de ces crises de nerfs. Je vais m'en occuper. Ah, vous voici, Collier. La chambre est prête ? Alors, allons-y. Quelqu'un veut-il le prendre par les épaules ? Lord Peter ? Oui, merci. Soulevez-le doucement. » Wimsey passa ses bras vigoureux sous les aisselles du défunt, le docteur se saisit des jambes, et ils emportèrent leur funèbre fardeau. Dès que la porte du fumoir se fut refermée, l'atmosphère commença à se détendre. De petits groupes se formèrent, le ton des voix remonta, et tout le monde se mit à parler. Encore une chance que Pemberby fût justement son médecin. Comme ça, pas besoin d'enquête pour le permis d'inhumer. Le colonel Marchbanks voulut téléphoner comme il l'avait dit. Dans une étroite antichambre entre le fumoir et la bibliothèque se trouvait une cabine utilisée par les membres du club lorsqu'ils voulaient communiquer plus discrètement que dans le hall, au milieu des allées et venues. « Hé, colonel !
Non, pas celle-là, l'appareil est détraqué. C'était la voix d'un nommé Wetheridge qui avait vu Marchbanks se diriger vers la cabine. Je n'ai pas pu m'en servir ce matin, mais je ne vois plus l'avis qui était sur la porte. L'appareil est peut-être réparé maintenant. On ne nous prévient jamais de rien ici. Le colonel Marchbanks ne prêta aucune attention aux propos de Wetheridge. C'était le grincheux de service. Ne recevant pas de réponse du colonel, celui-ci se rassit en grommelant. Marchbanks demanda le numéro de Lady Dormer. Après un certain temps, il sortit et traversa la bibliothèque. En entrant dans le hall, il se heurta à Wimsey et Pemberley, qui redescendaient. « Vous avez annoncé la mauvaise nouvelle à Lady Dormer ?» s'enquit Wimsey. « Justement, en voilà une histoire. Lady Dormer est morte aujourd'hui. Sa femme de chambre vient de me dire qu'elle s'est éteinte ce matin entre 10h et 10h30. » Chapitre 3. 10 jours s'étaient écoulés depuis cette sinistre journée du 11 novembre. Lord Peter Wimsey était installé dans son studio, plongé dans l'étude d'un manuscrit du XIVe siècle. À côté de lui, un carafon de Porto millésimé lui permettait de stimuler de temps en temps le plaisir qu'il prenait à sa lecture. Un coup de sonnette lui arracha un juron. Il dressa l'oreille pour reconnaître la voix de l'importun. Elle dut lui être sympathique, car il ferma le code de Justinien et accueillit le visiteur avec un sourire. « Monsieur Murbles, Mylord » annonça son domestique. Le petit vieillard qui entrait était le type même du notaire de famille. « J'espère que je ne vous dérange pas, Lord Peter ?»« Bien sûr que non. Je suis toujours très heureux de vous voir. Bunter, apportez un verre pour Monsieur Murbles. Vous tombez particulièrement bien, mon cher Murbles. Ce Porto de 1880 a 2 fois plus de saveur lorsqu'on le déguste en compagnie de connaisseurs. »« Que puis-je pour vous, Monsieur Murbles ?»« Lord Peter, je suis venu pour mettre à contribution vos talents de déduction et d'observation. Mais je crains, ou plutôt, je devrais dire, j'espère, que rien de catastrophique n'en sortira. Le fait est, ajouta le brave homme d'une voix confidentielle, quand Bunter fut sorti, qu'il se pose de curieux problèmes à la suite de la mort subite du général Fentiman. J'ai cru comprendre que vous en aviez été un des témoins. Pardon, je n'ai nullement été témoin de la mort du général. J'ai été témoin de la découverte du décès, ce qui est très différent. Est-ce très différent ? Ne vaudrait-il pas mieux que vous me disiez ce que vous voulez savoir exactement ? Vous comprenez, je suis membre de ce club par tradition de famille et, par conséquent, tenu à une certaine réserve. Je comprends. Voici de quoi il s'agit. Le général Fentiman, ainsi que vous le savez probablement, avait une sœur, Félicité, de 12 ans plus jeune que lui. C'était dans le temps une jeune fille aussi belle que volontaire, et elle aurait pu faire un très beau mariage si l'aristocratique famille Fentiman n'avait été plus riche d'honneur que de biens. Comme souvent à cette époque, la famille consacra tous ses revenus aux études du garçon, à l'entretenir comme devait l'être un Fentiman et à lui payer une charge dans un régiment de cavalerie prestigieux. Il ne resta naturellement pas un sou pour fournir une dot à Félicité. Ce qui, il y a 60 ans, impliquait pour une jeune fille le célibat. La famille n'entrevoyait d'autre solution que le mariage avec un horrible vieux propriétaire du voisinage qui, paraît-il, avait offert de conduire la jeune fille à l'hôtel. Mais Félicité était d'une autre trempe. En fait, au moment précis où ses parents faisaient courir le bruit du mariage, elle vint leur signifier, avec le plus grand calme, qu'elle venait d'épouser secrètement un certain monsieur Dormer, un inconnu, un roturier. En réalité, un homme tout à fait honorable et fortuné, mais faute irréparable pour un Fentiman de l'ère victorienne, un vulgaire industriel qui fabriquait des boutons en papier mâché. Ce fut un scandale. Les parents tentèrent l'impossible pour annuler le mariage, leur fille étant encore mineure, mais Félicité s'enfuit par la fenêtre de sa chambre et rejoignit son mari. Les Fentiman décidèrent alors de renvoyer à leur fille toutes ses affaires personnelles et lui interdirent de passer désormais le seuil de leur maison.
Voilà qui me conforte dans mon intention de rester célibataire. Je ne le souhaite pas. Les disputes de famille font la fortune des notaires, mais je continue l'histoire de Félicité. Il semble que son frère, le général Fentiman, partageait les préjugés de ses parents. Il était horrifié d'avoir pour beau-frère un fabricant de boutons. Ses opinions ne devinrent pas libérales avec l'âge. Il refusa toujours de connaître tout membre de la famille Dormeur. Il se maria, lui aussi. Il avait épousé une jeune fille distinguée mais pauvrement dotée. Elle mourut de bonne heure, lui laissant une postérité de rejetons anémiques, dont le seul qui atteignit l'âge adulte fut le père des deux Fentiman que vous connaissez, le major Robert et le capitaine Georges. Je ne connais pas beaucoup Robert, mais je crois que c'est quelqu'un de solide. Oui, il tient plutôt de son grand-père, tandis que Georges semble avoir pris à la lignée maternelle une nature plus faible. C'est un grand nerveux. Robert est encore célibataire. Il n'est pas particulièrement à son aise, car on n'a jamais connu un Fentiman capable de conserver un centime. Mais enfin, il s'en tire. Tandis que Georges, lui... Pauvre vieux Georges, ne m'en dites pas plus. Je sais tout. Il était dans une situation passable avant la guerre, et en revenant, comme tant d'autres, il n'a plus rien retrouvé, ni santé, ni argent. Sa femme s'est mise héroïquement au travail et gagne juste le pain du ménage. Le malheureux commence à en avoir assez. C'est navrant. Leur père est mort depuis longtemps. Quant au général, leur grand-père, il vivait de sa pension et du petit héritage de sa femme. Il habitait un modeste appartement, mais en réalité, il passait sa vie au Bellona Club. Tant que la tante Félicité était encore en vie. Comment a-t-elle obtenu le titre de Lady Dormeur ? Nous en venons à la partie la plus intéressante de mon histoire, Henri Dormeur. Le fabricant de boutons, lui-même, devint un homme immensément riche, de sorte qu'il fut en mesure de rendre quelques services discrets à certains personnages de haut rang, et que, suivant la formule, en considération des services éminents qu'il avait rendus à la nation, il fut mentionné sur une des listes d'honneur annuelles et fait Sir Henri Dormeur baronnet. Comme il n'avait pas d'enfant, il n'y avait aucun inconvénient à lui décerner des titres héréditaires. Lady Dormeur avait du cœur. Elle tenta maintes fois de se réconcilier avec les Fentiman. Le général ne voulut rien savoir, mais les deux jeunes gens furent moins intransigeants. Le jeune Robert alla très souvent voir la vieille dame, et Georges aussi, quoiqu'avec plus de discrétion. Bien entendu, il n'en soufflait jamais mot au général, qui en aurait eu une attaque. Mais depuis la guerre, la vieille tante se plaignait que Georges la délaissait. Je me demande pourquoi. Je crois deviner. Il était sans situation et ne voulait pas avoir l'air d'aller chez elle pour mendier. C'est tout à fait lui. Peut-être. Ou alors y a-t-il eu quelque désaccord entre la grande-tante et le neveu ? En tout cas, les relations s'espacèrent. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'attends le moment où la question de l'héritage va se poser. Vous voyez juste. J'y arrive. Je vous demanderai de m'accorder toute votre attention. Je suis tout oreille. Lady Dormeur était encore, malgré son âge, très vive et très entêtée. Le 5 novembre, elle avait tenu à assister à une fête en plein air, par un temps froid et pluvieux. Elle attrapa une belle pneumonie. Le 10, elle était au plus mal, et on se demandait si elle passerait la nuit. Sa demoiselle de compagnie, une certaine Anne d'Orlande, crut devoir prévenir le général qu'il devait se hâter s'il voulait voir encore une fois sa sœur en vie. À cette nouvelle, je dois dire que les barrières d'orgueil et d'obstination derrière lesquelles le général se retranchait tombèrent enfin, et, en brave homme qu'il était au fond, il se précipita chez sa sœur. Il la trouva très faible mais encore consciente, et resta une demi-heure auprès d'elle. On le vit sortir raide comme un piquet, mais visiblement ému. Ceci se passait aux environs de 4 heures de l'après-midi, le 10. Peu après, Lady Dormeur tomba dans le coma. Elle s'éteignit le lendemain matin sans avoir repris connaissance. Quant au vieillard, est-ce l'émotion et le choc causés par cette entrevue ? On le trouva mort moins de 24 heures plus tard. Et maintenant, vous allez être récompensé de la patience que vous avez mise à m'écouter. J'en arrive à la question pour laquelle j'aurai besoin de vos lumières. J'ai toujours été chargé des affaires de la famille Fentiman, comme mon père l'avait été avant moi. Le général n'avait pas grand-chose à léguer,
mais il n'était pas homme à mourir intestat. Sa pension s'éteint avec lui, bien entendu, mais il avait quelques biens. Il distribue d'abord des legs sans importance à de vieux amis de régiment, à son domestique et à ceux du Bellona Club. Puis vient l'article principal. Il lègue tout ce qu'il possède, soit 2000 livres environ, au capitaine George Fentiman. Cette somme, placée en valeur solide, représente un revenu annuel d'une centaine de livres. Le testateur explique que, s'il avantage ainsi George, ce n'est point pour témoigner quelque défaveur à Robert, l'aîné, mais parce que George, marié et pauvre, a davantage besoin de cet argent que son frère. Robert est d'ailleurs nommé exécuteur testamentaire et hérite de quelques objets mobiliers ou de tout ce qui resterait en plus de la somme sudite. Suis-je clair ? Comme de l'eau de roche. Robert connaissait-il cet arrangement ? Depuis longtemps. Il avait reconnu que les dispositions de son grand-père étaient fort justes. Tout ce que vous me racontez jusqu'ici semble si simple et si naturel que je suis sûr que vous me réservez un problème épineux. Allez-y, je suis prêt à tout. Eh bien, voilà. Maître Pritchard, l'avoué de Lady Dormer, m'a écrit pour me demander l'heure exacte, à 1 minute près si possible, de la mort du général Fentiman. Je lui ai répondu qu'étant donné les circonstances, je ne pouvais la lui donner, à mon grand regret. Je savais simplement que le docteur Pemberty situait la mort dans la matinée du 11 novembre. C'est alors que maître Pritchard m'a demandé un rendez-vous en me disant qu'il avait une communication de la plus grande importance à me faire. Et voici ce qu'il me révéla. Plusieurs années avant sa mort, Lady Dormer avait fait un testament. Il faut dire qu'elle avait hérité en nue propriété de la fortune considérable de son mari qui n'avait aucune famille. Lady Dormer, en dehors des quelques legs habituels à des amis ou des institutions charitables, laissait 12 000 livres à Miss Dorland, sa demoiselle de compagnie, et tout le principal de sa fortune à son frère, le général Fentiman, si celui-ci était encore en vie lorsqu'elle-même mourrait. Dans le cas contraire, c'est à Miss Dorland que revenait le principal de la fortune, et ses neveux se partageaient le legs secondaire de 12 000 livres. Wimsey émit un long sifflement. « Oui, dit alors Murbles, nous voici dans une situation extrêmement embarrassante. Lady Dormer est décédée à 10h37 précise le 11 novembre. Or, le général est mort dans la même matinée, vraisemblablement après 10 heures, car on me dit qu'il n'arrivait jamais avant au club, et en tout cas plusieurs heures avant la découverte de son décès à 7 heures du soir. S'il est mort entre son arrivée au club et 10h37, alors Miss Dorland est l'héritière, et mes clients, les Fentiman, n'héritent que de 6 000 livres chacun. Si, au contraire, la mort du général a eu lieu ne serait-ce que quelques minutes après 10h37, alors Miss Dorland n'hérite que de 12 000 livres. George n'a toujours que le maigre legs spécifié dans le testament de son grand-père, et c'est Robert, légataire universel naturel de toutes les sommes dont il n'est pas disposé expressément, qui se voit allouer une fortune considérable s'élevant à plus d'1 demi-million de livres. Mais que voulez-vous que je vienne faire là-dedans ? Le notaire tout sauta. Eh bien, voilà, je me suis dit que vous seriez mieux que quiconque en mesure de résoudre le délicat problème qui consiste à trouver l'heure précise de la mort du général. Vous êtes membre du Bellona Club, vous y étiez présent lorsqu'on a constaté le décès. Vous avez vu le corps et vous connaissez les intéressés. Par votre situation sociale autant que par votre personnalité, vous êtes tout indiqué pour mener une enquête discrète sans occasionner de scandale, sans attirer l'attention du public, enfin, avec la prudence qui s'impose en pareil cas. C'est délicat. Affreusement délicat. Extrêmement délicat, j'en conviens. C'est très malheureux que la question de l'heure n'ait pas été soulevée à temps lorsque la dépouille mortelle de l'infortuné général pouvait supporter un examen et fournir un renseignement précieux. Je dois dire que mon confrère, maître Pritchard, n'était pas plus au courant de la fin anormale du général que je ne l'étais pour ma part du testament de Lady Dormer.
Voilà donc comment je n'ai pu être avisé que le permis d'inhumer du docteur Pemberty n'était pas suffisant. Les héritiers ne pourraient-ils pas s'entendre et négocier un arrangement ? C'est ce à quoi l'on aboutira sans doute si l'on ne parvient pas à avoir des précisions sur l'heure de la mort du général. Mais en ce moment, il y a certaines oppositions. Ah ? Ah ? Il y a un légataire plus gourmand que les autres, hein ? Vous ne désirez pas vous expliquer plus clairement pour le moment ? D'ailleurs, cette petite énigme ne m'intéresse qu'à un point de vue purement objectif. Alors, Lord Peter, vous acceptez de la résoudre ? Vous voulez bien nous rendre ce service ? Wimsey tapotait les bras de son fauteuil. À votre place, Murbles, je conseillerais à mes clients de transiger. Vous insinuez que mes clients peuvent se trouver dans une position délicate ? Non, pas précisément. Mais au fait, quel est celui des frères Fentiman que vous représentez ? George ou Robert ? Les deux frères d'une façon générale. Il est exact que la victoire de Robert serait au détriment de George, mais tous deux désirent que la lumière soit faite. Je saisis. Et maintenant, si je procède à une enquête, êtes-vous prêt à endosser tout ce qu'elle pourrait dévoiler ? Bien entendu. Que les résultats soient en votre faveur ou non. Je ne pourrais guère agir autrement, il me semble. J'en suis convaincu, Murbles. Eh bien, c'est entendu. Je m'attelle à votre affaire. C'est très gentil de votre part. Il sera toujours temps, si vous ne réussissez pas, d'en revenir à un arrangement. Je suis persuadé que des deux côtés, on n'a aucune envie de plaider. Ce serait raisonnable, car on risquerait de voir les frais manger l'héritage. Avez-vous commencé l'enquête ? Rien de sérieux. Je préfère que vous repreniez depuis le début. Je commence demain. Je vous tiendrai au courant. Le notaire remercia encore Lord Peter et prit congé. Demeuré seul, Wimsey resta un instant songeur, puis sonna son valet de chambre. « Bunter, prenez un nouveau carnet et mettez en titre « Affaire Fentiman ». Et soyez prêt à m'accompagner demain au Bellona Club avec votre appareil photographique et tout le fourbi habituel. »« Très bien, milord. Si je comprends, milord est chargé d'une nouvelle affaire. »« Oui, Bunter. »« Prendrais-je la liberté de demander si l'affaire est intéressante ? » ?»« Hé, elle l'est par certains côtés, mais il y a des traquenards. Tant pis, on aura de quoi se distraire. » Voyez-vous, Bunter, il faut prendre les choses avec un certain détachement. Le bon limier suit avec une égale indifférence les traces de l'assassin ou celles de la jeune fille enlevée par un ravisseur. Je comprends, milord. Chapitre 4. Qu'en dites-vous, Bunter ? Croyez-vous que ce costume convienne ? Demanda Lord Peter. C'était un complet veston en tweed dont la couleur et le dessin étaient plus voyants que ceux que Lord Peter avait l'habitude de porter. C'était une tenue plutôt sport. Vous comprenez, Bunter, je veux avoir l'air quelconque, mais pas vulgaire. Ces rayures rouges et vertes m'inspirent décidément quelques inquiétudes. Bunter examina le complet avec le plus grand sérieux et, enfin, déclara d'un ton ferme. « Eh bien, milord, je crois que ça peut aller. »« Bon, dans ce cas, je m'en vais. Rejoignez-moi, avec votre barda dans 1 heure environ. » Le Bellona Club étant situé dans Piccadilly et l'appartement de Wimsey dans Green Park, le trajet fut bref. Le portier du club l'accueillit avec son plus large sourire. « Bonjour, Rogers, ça va ? » ?»« Très bien, milord, merci. »« Savez-vous si le major Fentiman est au club, par hasard ? » ?»« Non, milord, le major ne couche plus au club, ces jours-ci. Je crois qu'il occupe l'appartement du pauvre général. »« Ah oui, quel triste événement. Un grand malheur, milord, et une affaire bien contrariante pour le club. » « Oh, le général n'était plus très jeune, ça devait arriver un jour ou l'autre. Ce qui est bizarre, Rogers, c'est que tout le monde ait circulé autour de lui sans se douter qu'il était mort. Vous ne trouvez pas ? » ?»« Pour sûr, milord. Ça lui a fait un coup à ma femme quand je lui ai raconté cette histoire. »« Ça vous paraît vraisemblable, vous, Rogers, que le pauvre vieux soit resté mort des heures dans ce fauteuil ? »
Je suppose que le général est arrivé au club à son heure habituelle ce jour-là. Pour ça, milord, le général était ponctuel comme une horloge. Il apparaissait à 10 heures précises tous les jours. Bonjour, Rogers, qui me disait. Il fait beau. Ou bien mauvais temps aujourd'hui. Il était toujours un peu sec, mais pas fier. Quelquefois, il me demandait des nouvelles de ma petite famille. Un bien brave homme, milord. Il manquera à tout le monde ici. Vous n'avez rien remarqué ce matin-là ? Il n'avait pas l'air un peu faible ou indisposé ? Wimsey posait ses questions d'un air détaché, tout en faisant tomber négligemment la cendre de sa cigarette. « Oh, mais non, mais... Vous ne saviez pas, milord ? Justement, je n'étais pas à mon poste ce matin-là. J'avais obtenu l'autorisation d'assister à la cérémonie de l'armistice. »« J'avais oublié. Et qui vous a remplacé ? Matthews, sans doute. »« Eh bien, non, milord. C'est Weston qui a pris ma garde ce matin-là. »« Weston ? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là ? » ?»« Un nouveau, milord. Le remplaçant de Briggs. Vous vous souvenez de Briggs ? Son oncle est mort et lui a laissé un petit magasin, de sorte qu'il est parti. »« Bien sûr. Et à quelle heure ce Weston prend-il son service ? Il faudra que je fasse sa connaissance. »« Il viendra me relever à 1 heure, milord, pour que j'aille déjeuner. »« Très bien, je serai sûrement par ici, vers cette heure-là. Tiens, bonjour, Pemberty. C'est justement vous que je cherchais. Vous me tenez compagnie pour un cocktail ? Bien volontiers. Je dépose quelque chose et je vous retrouve dans 5 minutes au bar. » Wimsey jeta un regard hésitant sur le bureau du portier, mais voyant ce dernier occupé avec de nouveaux arrivants, alla au vestiaire. Il connaissait le préposé, un mutilé de guerre, un vrai faubourien de Londres qu'il ne serait pas difficile de faire bavarder sur la mort du général. En réponse à quelques questions à droite, sur le moment exact de l'arrivée du général le matin de sa mort, le garçon s'exclama. « Ça, par exemple, milord, c'est drôle. Le docteur Pemberty vient tout juste de me demander la même chose. C'est un vrai casse-tête. Je peux pas comprendre comment je l'ai manqué justement ce matin-là. Moi, qui pourrais compter sur les doigts les jours où j'ai pas vu arriver le général au club. Ponctuel comme Big Ben. Vu son âge, je tenais toujours à l'aider à enlever son pardessus. Mais il faut croire que, pour une fois, il a dû venir un peu plus tard. C'est-y que je l'ai manqué. Toujours est-il qu'avant d'aller déjeuner, je me suis dit « Le général, il doit être malade. » Puis je vais voir, et voilà que son chapeau et son pardessus étaient accrochés au porte-manteau comme d'habitude. Je l'aurais manqué, que je me suis dit. Faut dire que ce matin-là, il y avait beaucoup d'allées et venues, des membres venus de la campagne. Et il fallait que je m'occupe de leurs affaires. Et c'est comme ça, probablement, milord, que j'ai pas fait attention au général. En tout cas, d'après vous, le général a bien dû arriver avant déjeuner. Pour ça, oui, milord. Moi, je me débine à 12h30. Et, avant de m'en aller, j'ai vu son chapeau et son pardessus accrochés à leur place. Ça se précise. Il a dû arriver après 10 heures et avant 12h30. Y a pas de doute, milord. Pauvre vieux général. Il a eu la mort rêvée, vous ne trouvez pas ? Une mort paisible, milord. Et puis, ça nous arrivera bien à tous. Wimsey grimpa les quelques marches menant au bar. Nous avons quelques indices, pensait-il. Il a dû mourir entre 10h15 et 12h30. S'il y a des parieurs pour l'héritage Dormer, la course leur réserve des émotions. Pemberty était au bar, un whisky à la main. Wimsey demanda un cocktail et aborda le sujet sans tourner autour du pot. « Mon cher docteur, j'ai quelque chose à vous demander au sujet du vieux Fentiman. Tout à fait entre nous, n'est-ce pas ? Et il paraît que, pour le règlement de la succession, l'heure exacte de la mort du pauvre homme est d'une très grande importance. Les héritiers ne voudraient pas qu'il y ait des histoires et, en ma qualité d'ami de la famille, j'ai mission de m'informer discrètement. Naturellement, puisque vous avez constaté le décès, vous êtes le premier à qui je dois m'adresser, et je vous serais obligé de me dire tout ce qui peut, d'après vos observations, préciser ce point délicat. » Pemberty leva les sourcils. « Ah, c'est donc ça. J'ai bien pensé qu'il y avait anguille sous roche quand le notaire est venu me poser l'autre jour des questions insidieuses. Il avait l'air de croire qu'on peut certifier à 1 minute près l'heure de la mort.
Je lui ai répondu que c'était impossible. Je ne peux pas me permettre de faire des suppositions. Très dangereux, les suppositions. Je suis bien de votre avis. Tenez, si je me mettais à faire des suppositions sur la mort du général, savez-vous à quoi elles aboutiraient ? Dieu sait ce que peut inventer un profane lorsqu'il s'agit de questions médicales. Eh bien, j'affirmerais qu'il était mort depuis longtemps. C'est vague. Vous avez dit vous-même, si je ne me trompe, docteur, que la rigidité était très avancée. Elle était en train de passer, en effet. Je croyais que la rigidité cadavérique durait à peu près 24 heures. Oui, en général, mais parfois aussi elle passe très vite. Néanmoins, je situerais la mort du général avant 10 heures du matin, mais nous savons qu'il n'est pas arrivé au club avant 10h15. Vous avez sans doute interrogé Williamson. Oui, car j'ai pensé qu'il valait mieux, dans un cas pareil, avoir tous les renseignements possibles. Je conclus donc que, la mort ayant été subite, dans une pièce surchauffée, devant le foyer, la rigidité se sera établie et aura également disparu très rapidement. Bien sûr, ça se peut. Vous connaissiez l'état de santé du pauvre vieux ? Je le savais très délicat et, quand on approche de 90 ans, le cœur n'est plus très solide. Je m'attendais à ce qu'il finît ainsi un jour ou l'autre. Or, il venait de subir un choc. Quel choc, docteur ? Il avait revu sa sœur mourante, après une longue séparation. En la quittant, il est justement passé à mon cabinet pour une consultation et m'a raconté son entrevue. Je lui ai recommandé de se mettre au lit et de se reposer complètement. Je lui avais trouvé le pouls irrégulier et il était fort agité. Pourtant, ainsi que je le suppose, il s'est obstiné à se lever le lendemain matin et à venir jusqu'ici, tout en ne se sentant pas très bien. Que voulez-vous, il était comme ça. Épuisé par la marche, il a dû tomber en arrivant. Tout cela est bien, Pemberty, mais à quelle heure est-il arrivé ? Dieu seul le sait. Mais voyons, docteur, est-ce que vous allez en rester là ? Vous vous trouvez suffisamment fixé ? Le docteur regarda attentivement Wimsey. Ma foi, oui. Sans quoi je n'aurais pas donné un permis d'inhumer. Rien ne vous a paru anormal dans la position du corps ? Que voulez-vous dire ? Vous le savez aussi bien que moi, répondit Wimsey en regardant l'autre bien en face. Pemberty soutint son regard sans broncher et fit un signe de tête. Montons à la bibliothèque. Nous y serons plus tranquilles. Il n'y a jamais personne là-haut. Chapitre 5. La bibliothèque du club était une grande pièce tranquille et confortable, avec ses austères rayons de reliure séparés par de larges baies circulaires. Devant chacune de ces baies était installée une table et 3 ou 4 sièges. La plupart du temps, on n'y voyait personne, en dehors de quelques originaux venant consulter l'Atlas du Times, l'histoire de la guerre ou quelque ouvrage de stratégie. Devant la baie la plus éloignée, on pouvait, à l'abri d'un rempart de livres et de silence, converser aussi intimement que dans la plus discrète des sacristies. « Eh bien, docteur, je vous écoute, » dit Wimsey. « Que pensez-vous de cette jambe ?» Moi, j'ai tout de suite flairé quelque chose de bizarre. Mais comme je ne comprenais pas très bien ce que ça signifiait et que, de votre côté, vous me paraissiez vouloir éviter d'attirer l'attention là-dessus, je me suis tenu quoi ? En réalité, je voulais me donner le temps de la réflexion, car, à première vue, cela semblait plutôt... Comment dirais-je ? Fâcheux ? Vous admettez que la rigidité cadavérique, une fois établie, ne se modifie pas, et que sa disparition commence toujours par le visage et la mâchoire. Or, j'ai pu constater, et vous de même, que le visage et la mâchoire du général étaient encore aussi durs que du bois, tandis que le genou était flexible et la jambe ballante. Comment expliquez-vous cela ? J'en ai été très intrigué. Vous penserez sans doute comme moi que quelqu'un a déplacé la jambe et fait manœuvrer le genou après que la rigidité eût été établie. Ce n'est pas le mort qui a manœuvré sa jambe, tout de même. Or, si quelqu'un avait touché le cadavre avant nous, il aurait donné probablement l'alarme. Peut-être quelqu'un frappé par l'immobilité du général a-t-il tenté de le bouger, et puis, affolé, se sera enfui sans rien dire.
Cela paraît idiot, je sais bien, mais la panique fait faire n'importe quoi. Mais pourquoi le type en question aurait-il été pris de panique? Je ne sais pas. Nous avons, dans ce club, pas mal d'anciens officiers qui ont reçu des chocs pendant la guerre. Une circonstance de ce genre a pu leur faire perdre leur sang-froid. Nous devrions demander si on n'a pas remarqué un membre quelconque du club particulièrement agité ou nerveux ce jour-là. C'est une idée. Ainsi, votre hypothèse est que quelqu'un, en relation avec le général, et quelqu'un de très impressionnable, mis brusquement en présence de ce corps rigide, aurait perdu la tête? Vous y croyez, vous? Ma foi, oui. Je conçois très bien que cette personne, sans bien se rendre compte de ses gestes, aura pu secouer le corps, tirer la jambe, même violemment, et puis, comprenant, se sera enfui affolé, laissant à d'autres la découverte. Notez bien que tout cela n'est qu'une supposition. C'est pour cette raison que j'ai préféré ne rien dire. Ce serait tout à fait désagréable de constater qu'il y a des anormaux parmi nous, dans ce club, et ça pourrait avoir des conséquences très pénibles pour le malheureux qui se verrait découvert, soumis à un interrogatoire. Je suis de votre avis. Entre nous, je tâcherai de savoir si George Fentiman ne s'est pas trouvé seul dans le fumoir en présence de son grand-père à un moment quelconque. Je vais voir si aucun domestique ne peut préciser ce point. Cela me semble la seule explication plausible. En tout cas, merci pour votre aide. Ah, encore un petit détail, docteur. Quand vous avez dit au moment de votre examen du corps que la rigidité était en train de disparaître, disiez-vous cela pour empêcher toute remarque fâcheuse ou bien est-ce vrai? Eh bien, elle commençait à s'atténuer pour la face et la partie supérieure du corps, et elle a dû disparaître complètement aux environs de minuit. Voilà au moins un point acquis. Après le départ du docteur, Wimsey fuma un long moment, puis s'installa à une petite table et prit quelques notes. Un domestique entra. « C'est moi que vous cherchez, Fred ?» Le domestique de Milord est là et m'a dit que Milord désirait être prévenu de son arrivée. « Je viens. » Wimsey allait sécher ce qu'il avait écrit lorsqu'il remarqua un papier qui dépassait du sous-main. Il avait pour principe de ne jamais négliger le plus mince détail livré par le hasard. Il sortit donc ce papier et y jeta un coup d'œil. La feuille ne portait que quelques lignes de chiffres tracées d'une main manifestement tremblante. Wimsey les considéra attentivement, puis secoua le sous-main pour s'assurer qu'il ne contenait rien d'autre. Ensuite, il plia soigneusement le papier, s'appliquant à ne le tenir que par les coins, et l'enferma dans une enveloppe avant de le mettre dans son portefeuille. Puis il alla à la rencontre de Bunter dans le hall, lequel était armé de son appareil photographique et de son trépied. « Vous voilà, Bunter. Attendez-moi un instant, je dois voir le secrétaire du club. » Lord Peter jeta un coup d'œil dans le bureau de Collier, qui vit plongé dans ses paperasses. « Bonjour, Collier. Dites-moi, vous vous souvenez de ce pauvre vieux Fentiman qui nous a quittés l'autre jour pour un monde meilleur? Ne m'en parlez pas. J'ai déjà reçu un paquet de réclamations de ce maniaque de Wetheridge. Quel métier! Je compatis, mais voici de quoi il s'agit. Les héritiers du général se trouvent coincés parce qu'on n'a pas pu savoir exactement quelle fut l'heure de la mort du vieux, ceci strictement entre nous. Et on m'a chargé d'une petite enquête là-dessus. Je ne veux pas vous déranger, je vous demande seulement l'autorisation de prendre quelques photos pour les étudier chez moi. J'ai amené quelqu'un pour ça. On le fera passer pour un journaliste. Vous permettez qu'il circule dans le club? Aucun inconvénient. Si ça vous rend service. J'ai confiance, nous ne voulons pas d'histoire dans le club. Bien sûr, bien sûr. Lord Peter, qui préférait ne pas être vu en compagnie de Bunter, l'appela dans le bureau de Collier. Il eut une moue en toisant la tenue impeccablement correcte de son fidèle factotum. « Mon Dieu, Bunter, vous n'avez pas du tout le style de l'emploi. Tenez, fourrez-moi 2 ou 3 journaux mal pliés dans une poche, gonflez l'autre avec ce paquet de clichés. C'est mieux. Et maintenant, Monsieur Collier va vous montrer le chemin. Il me faut 3 photos du fumoir, l'une prise de la porte, la seconde devant la cheminée, montrant clairement le fauteuil où le général avait l'habitude de s'installer. Vous prendrez la 3e de l'antichambre donnant dans la bibliothèque à 2 distances différentes. Ensuite, dans la bibliothèque, faites plusieurs vues de la dernière baie prise sous des angles différents.
Je veux aussi 3 ou 4 photos du hall, une du vestiaire, où vous vous ferez désigner le porte-manteau auquel le général accrochait son pardessus. C'est tout pour le moment. Mais ajoutez 3 ou 4 inutilités pour avoir l'air de travailler réellement pour votre journal. Quand vous aurez fini, vous me trouverez quelque part dans le club. Ah, j'y pense. Gardez de la pellicule, nous en aurons besoin. Entendu, milord. Dites-moi, Collier, est-ce que le docteur Pemberty n'avait pas appelé quelqu'un pour la toilette mortuaire du général? Vous rappelez-vous à quelle heure cette personne est arrivée? Aux environs de 9 heures, le lendemain matin, si je ne m'abuse. Savez-vous son nom, par hasard? Non, mais je sais qu'elle a été envoyée par les pompes funèbres, celle de la maison au Mérite. Ils vous donneront son nom et son adresse. Je vous remercie infiniment. En route, Bunter. Wimsey traversa le hall, entra au fumoir et, après avoir serré les mains de quelques vétérans, prit un journal et chercha un siège. Devant la cheminée, la grande bergère demeurait vide, monument que personne n'osait encore profaner. Wimsey se dirigea nonchalamment de ce côté et s'y installa d'un geste indifférent en faisant craquer les ressorts vénérables. Un vieux monsieur, assis tout près de là, lui lança un regard scandalisé et replia son Times d'un air fortement désapprobateur. Wimsey ne se dérangea pas lorsqu'on vit entrer le pseudo-journaliste, accompagné du secrétaire. Quelques membres, choqués de cette intrusion, se retirèrent. Le vieux Wetheridge, qui s'attardait pour protester, allait figurer sur une des photos à son insu. À 12h30, un domestique prévint Lord Peter que le secrétaire le demandait dans son bureau. Là, Bunter rendit compte de son travail avant d'aller déjeuner. Wimsey descendit à la salle à manger du club où Wetheridge était déjà installé. Wimsey se dirigea vers lui et, s'excusant avec son sourire le plus aimable, s'installa en face de lui. Wetheridge déclara qu'il faisait un temps abominable. Wimsey renchérit. Wetheridge, alors, se plaignit d'avoir été poursuivi toute la matinée de pièce en pièce par un imbécile de photographe et déclara que l'on n'était plus tranquille nulle part, maintenant que même les clubs n'étaient plus à l'abri de la publicité. Wimsey admit tristement que tout avait changé et que c'était certainement la faute de la guerre. « Les gens n'ont plus de conscience, » déclara Wetheridge. « Le service dans ce club est devenu une honte. Ce Collier ne connaît pas son métier. Cette semaine, c'est le savon qui manquait. La semaine dernière, le téléphone ne marchait pas. Tenez, le jour de la mort de ce pauvre Fentiman. Je voulais téléphoner en province. Rien à faire. » « Vous n'avez pas pu avoir la communication ? » ?»« Si, j'ai fini par l'obtenir. Mais, nom d'un chien, après quels efforts et quelle peine. J'ai dû descendre téléphoner au vestiaire. Que voulez-vous ? J'ai horreur de me servir des appareils du hall. On profite des plaisanteries stupides de tous les imbéciles qui jacassent autour. Ça m'exaspère. »« Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de la cabine qui se trouve à côté de la bibliothèque ? » ?»« Je viens de vous le dire. Elle était condamnée. On avait collé sur la porte une grande feuille de papier signalant que l'appareil était hors service. Et voilà, sans même ajouter une excuse ou une explication. Et quand j'ai été me plaindre au type du Standard, il m'a répondu qu'il n'était même pas au courant, que ce n'était pas lui qui avait placardé l'avis et qu'il s'en occuperait. C'est ça, l'organisation du club. En tout cas, l'appareil était réparé dans la soirée, car j'ai vu le colonel Marchbanks s'en servir. Je sais. Mais ce n'est pas fini. Voilà que, le lendemain matin, cet appareil de malheur s'est mis à sonner sans arrêt. Il y avait de quoi devenir fou. Je suis allé réclamer, quoique ça ne soit pas mon genre, et on m'a dit que ça devait être les ouvriers qui faisaient des essais, mais personne ne m'avait l'air au courant. Je vous demande un peu si, dans un club, les ouvriers ne pourraient faire leurs essais discrètement et respecter le repos des membres. Wimsey répondit que le téléphone était une invention diabolique. Wetheridge ne cessa pas de grogner durant tout le déjeuner, puis se retira tout en grommelant. Wimsey revint dans le hall et s'arrangea pour lier conversation avec le nouveau portier, Weston, mais ce dernier ne lui fut pas d'un grand secours. Il n'avait pas remarqué l'arrivée du général le fameux jour. Il venait de prendre son poste et ne connaissait pas encore très bien les membres du club. Wimsey consulta le fidèle Bunter.
Faut-il croire que le général ne serait pas venu du tout, Bunter ? Bunter s'en tenait au fait, selon son habitude. Puisqu'on a trouvé ici le cadavre du général, milord, c'est qu'il est entré au club à un moment quelconque. Argument irréfutable, Bunter. Et maintenant, allons faire un petit tour chez le général et tâchons de mettre la main sur Robert Fentiman. Chapitre 6. Ce fut un vieux domestique qui leur ouvrit la porte du petit appartement de Dover Street. Il informa Lord Peter que le major Robert Fentiman était là et serait heureux de le recevoir. Aussitôt, d'ailleurs, apparut derrière lui une grande silhouette à l'allure militaire. « Bonjour, Wimsey. Murbles m'avait prévenu de votre visite. Entrez, entrez. Il y a des siècles que je ne vous ai vu. On m'a dit que vous jouez les Sherlock Holmes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce fourbi ? Votre matériel photo ? Alors, vous faites les choses sérieusement, hein ?» Il se tourna vers le domestique. « Woodward, mettez-vous à la disposition du photographe de Lord Peter. »« Vous venez, Wimsey ?» Le major précéda Wimsey dans un petit salon sévèrement meublé. « J'ai trouvé qu'il valait mieux m'installer provisoirement ici pendant qu'on faisait l'inventaire des affaires du pauvre vieux. Je suis son exécuteur testamentaire et ça ne va pas être commode. C'est moi qui recueillerai tous les embêtements, de toute façon. Vous êtes très aimable de nous donner un coup de main. C'était vraiment une drôle de femme, ma grande-tante Dormer. Elle nous a mis dans un fichu pétrin. Ça marche, votre enquête ? Si nous pouvions trouver à quelle heure le général est parti d'ici le matin de sa mort, répondit Lord Peter, nous ne serions pas loin de savoir l'heure de son arrivée au club. Fentiman eut un petit sifflement. Mais Murbles ne vous a donc pas dit que c'était plus compliqué ? Non ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est que le pauvre vieux n'est pas rentré chez lui la veille au soir. Ah, par exemple. C'est la première fois que j'entends parler de cela. Mais où diable est-il allé ? Mystère. Tout ce que nous savons, c'est que... Attendez, j'appelle son domestique. Il vous le dira mieux que moi. Woodward ? Oui, monsieur. Voulez-vous répéter à Lord Peter ce qui s'est passé le soir du 10 ? Vous savez, l'histoire du coup de téléphone. Voici, monsieur, vers 9h du soir. Oh, attendez, fit Wimsey. J'aime prendre les choses par le commencement. Partons de la matinée du 10 novembre. Le général était-il comme d'habitude, ce matin-là ? Santé, humeur, etc. Tout allait bien, milord. Le général avait l'habitude de se lever de bonne heure. À 8h moins le quart, il déjeunait au lit, d'un œuf à la coque et d'un toast avec son thé. Il se levait ensuite, et je l'aidais à s'habiller, ce qui nous amenait invariablement sur le coup de 9h. Vers 10h moins le quart, il me demandait son pardessus, son cache-nez et son chapeau, et s'en allait au club. Il n'y avait jamais le moindre changement à cette routine. Après, il restait au club toute la journée et ne rentrait chez lui que le soir. Vers quelle heure ? Son repas était toujours prêt pour 7h30 précises, milord. Et ce coup de téléphone ? Il a eu lieu dans l'après-midi. Il provenait de chez Lady Dormer, la sœur du général. On disait que cette dame était au plus mal et qu'elle demandait à voir son frère. J'ai voulu aller moi-même au club transmettre la commission au général, car il était dur d'oreille et avait horreur du téléphone. Et puis, je préférais lui apprendre la chose avec ménagement. Vous avez bien fait. Donc, j'ai vu le général, et je lui ai transmis le message avec toutes les précautions voulues. J'ai bien vu que ça lui faisait un coup. Il a réfléchi quelques instants, puis m'a dit « Bien, Woodward, j'y vais tout de suite, c'est mon devoir. » Alors, je l'ai aidé à se couvrir, j'ai appelé un taxi, mais il n'a pas voulu que je l'accompagne. Je n'ai plus revu le général vivant. Je ne me suis pas inquiété d'abord, en ne le voyant pas rentrer à l'heure habituelle. Vu les circonstances, il pouvait être retenu chez sa sœur. Tout de même, vers 8h, j'ai commencé à m'étonner. Il faisait très froid ce jour-là, si milord se rappelle, et ce n'était pas bon pour le général de rester dehors aussi tard. Au moment où j'allais appeler chez Lady Dormer, à 9h, voilà le téléphone qui sonne. À 9h juste ?
Peut-être un peu plus tard, mais pas plus de 9h15. Une voix d'homme a demandé « L'appartement du général Fentiman ?» J'ai dit « Oui, qui est à l'appareil ?» On a répondu « C'est Woodward ». J'ai répondu « Oui ». Alors on a dit « Le général me charge de vous dire de ne pas l'attendre, car il passera la nuit chez moi. » Alors j'ai dit « Excusez-moi, monsieur, mais à qui ai-je l'honneur de parler ?» On a répondu « Monsieur Oliver ». Milord comprend que je ne voulais pas paraître indiscret. Toutefois, comme j'allais prendre la liberté de lui demander son adresse, il a raccroché. Voilà tout ce que je sais. « Eh bien, Wimsey, que pensez-vous de tout ceci ?» demanda le major Fentiman. « Je n'aime pas la tournure que prennent les choses. Dites-moi, Woodward, est-ce que ça arrivait au général de passer ainsi la nuit chez des amis ?»« Jamais, milord. Pas une fois depuis 5 ou 6 ans. Jadis, quand il était plus jeune, bien sûr, il allait chez des amis, mais il y avait longtemps que ça ne lui arrivait plus. »« Et vous n'aviez jamais entendu parler de ce monsieur Oliver ?»« Jamais, milord. »« Vous n'avez pas reconnu sa voix ?»« Eh bien, je ne pourrais pas affirmer, bien sûr, mais il m'a semblé que je ne l'entendais pas pour la première fois. »« Et vous, Fentiman, savez-vous quelque chose au sujet de cet Oliver ?»« Oui, j'ai dû le rencontrer à un banquet ou quelque chose comme ça. Quelqu'un, parmi la foule, m'a dit être une vieille connaissance de mon grand-père. Je l'ai revu depuis, déjeunant chez Gatti, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il est. »« Un militaire ? » ?»« Non, ingénieur, peut-être. »« Comment est-il ? » ?»« Grand, maigre, avec des cheveux gris et des lunettes. D'après ce que j'ai compris, il doit vivre retiré quelque part dans les environs de Londres. » Tout ça n'est pas d'une précision folle. Allons, fouillez dans vos souvenirs. Tâchez de trouver un détail quelconque pour nous aider. Bon sang, secouez-vous. Ça peut vous coûter un demi-million de savoir ou de ne pas savoir à quelle heure votre grand-papa est parti de chez son petit camarade Oliver pour se rendre à son club. Si ce monsieur habite un faubourg éloigné, ça expliquerait le retard du général au Bellona, et ce serait rudement positif pour votre héritage. Je fais de mon mieux, croyez bien, mais je ne sais vraiment rien de plus. C'est embêtant. Évidemment, nous pourrions avoir des renseignements par la police, mais ni vous ni moi n'avons envie de la faire intervenir. Nous y serons peut-être forcés, mais en tout cas, le plus tard sera le mieux. Si seulement je pouvais me rappeler à quelle occasion j'ai rencontré cet Oliver. Et à ce restaurant Gatti, il y est peut-être connu ? C'est une idée. Il me semble l'avoir aperçu là-bas 2 ou 3 fois. Je vais interroger les serveurs et, s'ils ne peuvent rien m'apprendre, j'y déjeunerai régulièrement pendant quelque temps. S'il est un habitué, je finirai bien par le rencontrer. Essayez toujours. En attendant, puis-je jeter un coup d'œil dans l'appartement ? Je vous en prie. Il vaudrait mieux que ce soit Woodward qui vous pilote. Il connaît mieux les lieux que moi. Merci, je vais suivre votre conseil. Ne vous occupez pas de moi. Moi, pendant ce temps-là, je termine mon inventaire de ces tiroirs. Si je tombe sur quelque chose concernant cet Oliver, je vous fais signe. Wimsey entra dans la pièce à côté, où Bunter et Woodward le rejoignirent. C'était la chambre du général. Sur une table, auprès du petit lit de fer, se trouvait un vieux bureau démodé. Wimsey appela Fentiman et lui demanda « Avez-vous regardé là-dedans ?»« Oui. Il n'y a que de vieilles lettres et des papiers sans importance. »« L'adresse de cet Oliver ne s'y trouve pas, par hasard ?»« Non. Vous pensez bien que c'est la première chose que j'ai cherchée. »« Avez-vous regardé ailleurs ? Dans les tiroirs, les armoires, que sais-je ? » ?»« Oh, je n'ai pas encore regardé partout. »« Avez-vous le carnet d'adresse du général ? » ?»« Mais, sacrebleu, mon cher, à vous voir aussi apathique, on croirait que vous êtes à la recherche d'un vieux parapluie et non pas menacé de perdre une fortune d'un demi-million de livres. Voyons, ce type a téléphoné. On peut donc supposer qu'il a le téléphone chez lui. Bunter va se charger de cette besogne. Il a une façon de déranger les gens au bout du fil et de s'excuser en cas d'erreur qui est irrésistible. Robert Fentiman n'eut pas l'air de goûter la plaisanterie et chercha de mauvaise grâce l'annuaire pour le tendre à Bunter qui traqua aussitôt tous les Oliver. Il y en avait bien une demi-colonne. Il s'installa devant l'appareil et se mit en devoir de les appeler un à un.
Wimsey revint dans la chambre à coucher. Elle était dans l'ordre le plus parfait. Pas un grain de poussière. Le lavabo, le lit préparé pour le coucher du maître, témoignaient encore des soins empressés de Woodward. Lord Peter fit minutieusement le tour de la pièce, depuis le lit, l'armoire, la penderie, au-dessus de laquelle s'alignait un bataillon de souliers, jusqu'à l'étagère à livres et à la table de nuit. « Woodward, le général se rasait-il lui-même ?»« Non, milord, du moins pas ces derniers temps. C'est moi qui lui faisais la barbe. »« Se brossait-il les dents ? Où avait-il un dentier ? » ?»« Oh, milord, le général avait encore toutes ses dents. C'était même étonnant pour son âge, et il en prenait soin lui-même. »« Et cette canne que je vois dans le coin, est-ce celle dont il se servait habituellement ? » ?»« Oui, milord. » Woodward l'attendit à Lord Peter en la tenant par le milieu, en serviteur stylé qu'il était. Wimsey la saisit au même endroit avec un sourire intrigué. C'était une lourde canne d'invalide, en ébène et à manche d'ivoire. Wimsey eut un petit sourire satisfait après avoir examiné la poignée. « Veillez à ce que personne ne touche cette canne, Woodward, jusqu'à ce que j'en ai fait prendre une photo. »« Très bien, milord. » Déposant soigneusement la canne, Lord Peter se tourna vers la rangée de chaussures. « Quelle est la paire de souliers que le général portait le matin de sa mort ? » ?»« La voici, milord. »« Ont-elles été nettoyées depuis ? » ?»« Non, et j'en suis confus, milord. Je les ai seulement essuyées avec un chiffon de laine, mais comme elles n'étaient pas très sales, je n'ai pas eu le cœur de les cirer. »« Ça tombe rudement bien. » Wimsey prit les chaussures, les retourna et se mit à étudier soigneusement les semelles à la loupe. Sortant une petite pince de sa poche, il arracha un brin de laine resté accroché à une semelle. Ayant terminé le pied droit, il soumit à un examen tout aussi minutieux le gauche, particulièrement le bord intérieur de la semelle. Il glissa le brin de laine dans une enveloppe et, demandant du papier à Woodward, il enveloppa la chaussure comme s'il s'agissait du plus fragile des sacs. « Et maintenant, je voudrais voir tout ce que portait le général le jour de sa mort, complet, chapeau, par-dessus, etc. » Woodward apporta les vêtements et suivit avec un respectueux intérêt l'examen que Lord Peter leur fit subir. « Vous ne les avez pas brossés, j'espère. »« Non, milord, je me suis contenté de les secouer. »« Voyez-vous cet accroc ? Nous ne devons pas négliger le moindre indice, fût-ce un grain de poussière, qui pût nous indiquer où le général a passé la nuit. Ainsi, de la sciure nous dirait qu'il a passé la nuit chez un menuisier. Une feuille sèche dans le pli du pantalon nous indiquerait un passage dans un jardin ou dans un bois. Un morceau de toile d'araignée nous ferait penser qu'il a traversé une cave ou un grenier. Vous voyez la méthode ? Oui, milord. Le ton du domestique était plus respectueux que convaincu. Eh bien, ce petit accroc, l'aviez-vous remarqué avant la mort du général ? Je ne peux pas dire que je l'ai jamais remarqué, milord, mais ça aurait pu m'échapper. Ça n'a peut-être pas d'importance, remarquez, mais ayez soin de mettre ces vêtements sous clé. Je pourrais avoir besoin de faire analyser la poussière qui s'y trouve. Attendez un instant. Vous avez vidé les poches, sans doute ? Oui, milord. Elles ne contenaient que des objets habituels ? Oui, milord, ce que le général portait toujours sur lui, c'est-à-dire ses clés, son porte-cigarette, son mouchoir et de l'argent. Quelle somme avait-il sur lui, ce jour-là ? Si je ne me trompe, son portefeuille contenait 2 billets d'1 livre et un de 10 shillings. Il avait en plus quelques pièces dans les poches. Il a dû régler son déjeuner au club et son trajet en taxi avec le billet de 10 shillings. Si les 2 livres sont intacts, nous pouvons en déduire qu'il n'a rien dépensé pour son dîner et qu'il n'aura pris ni train ni taxi ensuite. Probablement, milord. Ce serait donc ce monsieur Oliver qui se serait chargé de tout. Le général se servait-il d'un stylo ? Le général écrivait fort peu. C'était moi qui étais chargé de la correspondance avec les fournisseurs. Vous trouverez ses stylos au salon. C'était surtout au club qu'il rédigeait sa correspondance. Enfin, le peu qu'il en avait. Je crois qu'il échangeait une lettre ou 2 avec son homme d'affaires ou avec son banquier. C'est tout. Bon, où est son carnet de chèques ? Le major Fentiman l'a pris. Vous souvenez-vous si le général l'avait sur lui quand il est sorti, le 10 ?
Non, milord, le carnet était resté à sa place habituelle, dans le pupitre, auprès du lit. Le général l'emportait parfois avec lui au Bellona, mais le plus souvent il remplissait ses chèques ici, et me les donnait. Alors on peut supposer qu'Oliver n'a pas reçu d'argent. Donc, Woodward, vous êtes certain de n'avoir rien trouvé d'autre dans ses poches. J'en suis absolument sûr, milord. Étrange. C'est même ce qu'il y a de plus étrange dans cette affaire jusqu'ici. Vraiment, milord? Puis-je me permettre de demander pourquoi? Je m'attendais, commença Wimsey, qui s'interrompit soudain en apercevant le major qui passait la tête par la porte. Que voyez-vous d'étrange, Wimsey? Oh, rien. Je ne trouve pas quelque chose que je m'attendais à découvrir sur les vêtements. Voilà tout. Et Bunter, comment se débrouille-t-il avec tous les Oliver? Pas de résultat jusqu'ici. Il vaut mieux abandonner pour l'instant. Nous téléphonerons de chez moi plus tard. Bunter, venez ici faire quelques photos. Ensuite, vous prendrez les empreintes de Woodward et celles de Fentiman. Lorsque ce fut fait, la canne saupoudrée de poudre grise révéla aussitôt une série d'empreintes fort distinctes. Bunter déclara: « Ces empreintes ne sont pas celles de ces messieurs. »« C'est qu'elles appartiennent au général. »« Mais, objecta Fentiman, les empreintes ne pourraient-elles pas être celles de cet Oliver? »« Quelle bonne blague, alors !»« En effet, répliqua Wimsey un peu surpris. Ce serait une bonne plaisanterie. Mais pas pour tout le monde. Car pour le moment, Fentiman, je ne sais pas si nous devons rire ou... Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.